and burn my shadow away. Je vais maintenant vous parler d'une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Une époque où, croyez-le ou non, les films de super-héros n'étaient pas un genre à succès faisant péter le box-office, mais un genre mourant, dont les derniers films étaient des catastrophes ridicules, faisant des super-héros une sous-culture destinée aux séries B et autres nanars. Alors arriva 3 films. 3 films qui prouva au public et aux producteurs que les films de super-héros pouvaient être bien faits, pouvaient être cool, pouvaient raconter de superbes histoires et apporter des messages sérieux sans être ridicules. Ces 3 films étaient Blade de Stephen Norrington, Spider-Man de Sam Raimi et X-Men de Bryan Singer. Et même si je suis assez minoritaire vis-à-vis de ça, X-Men est le meilleur des 3 films, le meilleur d'une saga dont on attend le dernier opus et l'un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés. J'adore ce film. Et ça me fait un peu de mal de voir des commentaires moqueurs chaque fois que je dis que c'est un super film, mais on va essayer de régler ça. Le film se passe dans un futur proche, où l'humanité fait face à un nouveau stade de l'évolution. En effet, des milliers de personnes à travers le monde développent des capacités surhumaines et sont baptisés les mutants. Évidemment, les personnes encore humaines les craignent, et à plus ou moins juste titre, faut le dire. La plupart ont des pouvoirs des plus destructeurs, donc c'est normal de voir le Sénat préparer une loi pour ficher et surveiller tous les mutants, menée par le sénateur Kelly, joué par Bruce Davison. Ils n'ont pas tort dans le fond, ils sont juste très mal informés, comme toujours avec les politiques en fait. En réalité, les mutants sont aussi des victimes dans l'histoire. Comme Mary, alias Malicia, jouée par l'excellente Anna Paquin. Elle découvre qu'elle peut aspirer l'énergie vitale par un simple contact avec sa peau de la pire façon possible. Ce qui l'amène à faire une fugue et s'exiler où elle peut. Elle finit par croiser le chemin d'un autre mutant, Logan, alias Wolverine, joué par Hugh Jackman. Wolverine est de loin le X-Men préféré des geeks. Et le film montre pourquoi. C'est un gros dur, mais qui semble tout de même suffisamment gentil pour faire la bonne chose. Il a le pouvoir très cool de se régénérer à volonté, il a des griffes en métal qu'on lui a greffées, et pour compléter la formule du personnage le plus cool et intéressant, il est amnésique. Il a aucune idée de qui il est, d'où il vient, comment il a eu ses griffes, ni même son âge. Tout ce qu'il a sont des dog tags, avec le nom Wolverine marqué dessus. Lui et Malicia font de la route ensemble dans une belle petite scène développant bien leur relation. Est-ce que ça fait mal quand elles sortent? Chaque fois, oui. C'est normal que tu t'appelles Malicia? J'en sais rien. Et Wolverine, c'est normal comme nom? Je m'appelle Logan. Marie. Sérieux, si le film aurait juste été Wolverine et Malicia faire leur route, je l'aurais tout autant aimé. Mais bon, ce qui suit ne me déplaît pas pour autant. Ils se font attaquer par un mutant félin du nom de Dent de Sabre, joué par le catcheur Tyler Mann, mais ils sont secourus par les X-Men, un groupe de mutants cherchant à empêcher tout conflit entre les mutants et les humains, se battant pour ceux qui les craignent. Cette équipe est dirigée par le professeur Charles Xavier, joué par Sir Patrick Stewart, un puissant mutant télépathe pacifiste qui a fondé une école pour les mutants, leur apportant l'éducation mais aussi leur apprenant à maîtriser leurs pouvoirs pour s'intégrer au monde. Bref, une opportunité pour Malicia. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Ça dépend d'elle. Elle peut réintégrer le monde en tant que jeune femme instruite, ou rester ici pour enseigner à d'autres, ralliant ce que les plus jeunes appellent affectueusement les X-Men. Et l'équipe des X-Men est composée de Scott Summers, alias Cyclope, joué par James Marsden, le prince charmant dans Il était une fois, dont les yeux balancent des rayons laser, l'obligeant à porter des verres spéciaux pour ne pas vaporiser tout ce qu'il voit. Oro Mororo Totoro Kimono, alias Tornade, joué par Halle Berry, qui a le pouvoir de contrôler la météo, surtout la foudre et le vent. Et Jean Grey, alias Jean Grey, joué par Frank Jameson, une télékinésique axée inexpérimentée et un petit peu télépathe. Et ils combattent la confrérie des mutants, un groupe cherchant à exterminer l'humanité pour le bien des mutants, dirigé par le rival mais meilleur ami de Charles, Eric Lencher, alias Magneto, joué par Sir Ian McKellen, qui contrôle le magnétisme et peut faire tout ce qu'il veut avec toute matière métallique. Là où Xavier est l'équivalent de Martin Luther King, Magneto est l'équivalent de Malcolm X. Ayant vécu l'un des pires exemples de tolérance de l'histoire de l'humanité, en ayant été enfermé dans un camp de concentration nazi quand il était enfant, il est persuadé que l'humanité n'acceptera jamais la différence et qu'une guerre est inévitable, et cherche donc à imposer la supériorité des mutants. Cet homo sapiens et son culte des armes. Il est aidé de Dent de Sabre, de Mystique, joué par Rebecca Romijn, qui peut changer d'apparence et qui est incroyablement athlétique,
et pas pudique, et de Crapaud, joué par Dark Maul lui-même, Ray Park, qui est un crapaud, et je suis sûr qu'il est dans l'équipe juste pour mater Mystique. Et le plan de Magneto est assez brillant. Il a une machine permettant d'accélérer la mutation, mais cette machine ne marche qu'avec son pouvoir magnétique, et cela puise énormément de ses forces, risquant de le tuer. Donc il cherche à capturer Malicia, car son pouvoir d'absorption d'énergie vitale lui permet d'avoir momentanément le pouvoir d'un autre mutant. Et donc il va transférer son pouvoir pour qu'elle meure à sa place quand ils utiliseront la machine pour irradier tout New York lors d'une conférence de l'ONU, ainsi forçant les plus grands de ce monde à devenir eux aussi des mutants et imposant donc les mutants aux humains. C'est vraiment un plan brillant. Surtout que jusque-là, dans les films de super-héros, les plans de méchants étaient surtout « faisons péter le monde » ou « faisons péter notre compte en banque ». Là, le plan est compréhensible et bien pensé. Il n'y a que 2 problèmes dans ce plan. Premièrement... Dis pas de conneries. Si t'étais aussi normal que tu le dis, c'est toi que tu mettrais dans ce gadget. Et deuxièmement, la mutation n'étant pas naturelle, cela crée des dégénérescences qui finissent par tuer le sujet. Donc, ouais, il faut quand même l'arrêter. Et pas seulement parce que c'est pas bien de forcer son point de vue, mais surtout parce que ça va tuer des millions de personnes innocentes. Donc après un sympathique climax avec une très belle scène de tension et une de mes scènes préférées de l'histoire de cinéma, la confrérie est vaincue. À part Mystique qui arrive à s'enfuir, et Magneto est envoyé dans une prison spéciale. Malicia finit par trouver un endroit où elle est acceptée, et Wolverine part pour retrouver ses origines grâce aux indications du professeur. Donc, pourquoi est-ce que je dis que ce film est un chef-d'œuvre? Eh bien, comme la majorité des films de Bryan Singer, les personnages. Comme je l'ai expliqué, la relation entre Malicia et Wolverine est superbe. Leurs interactions sont non seulement naturelles, mais il y a vraiment une véritable beauté poétique dans cette histoire de 2 âmes perdues tourmentées par le rejet dû à leur nature. C'est même pas une relation amoureuse, plutôt une relation père-fille qui montre Wolverine se battant pour qu'une vie qui vient à peine de commencer puisse avoir la chance qu'il n'a pas eue, la sauver de sa solitude. Et dans la même occasion se sauver de sa propre solitude. J'aime tellement cette histoire que ça m'a inspiré une série de BD quand j'étais ado. En autre relation magistrale, nous avons les Shakespeariens Xavier et Magneto. Ils sont techniquement ennemis, mais pourtant leurs interactions sont toujours amicales. Ne les condamne pas d'avance. Et que veux-tu que je fasse, Charles? Je les ai déjà entendus, ces arguments. C'était il y a bien longtemps. L'humanité a évolué depuis lors. Oui. Vers nous. Même dans leur désaccord, on sent un ami expliquant son point de vue à un autre ami. Si cette loi est adoptée, tu finiras couvert de chaînes, un numéro marqué au fer sur ton front. Cela n'arrivera pas. Alors, tue-moi, et tu verras. Non? Alors, relâche-moi. La scène qui résume parfaitement leur amitié et rivalité est la scène finale, où Xavier joue aux échecs avec son ami dans sa prison. Tout est dit. Leur histoire est une partie d'échecs. Une façon de voir le monde, tout noir ou tout blanc, mais avec un échiquier transparent, montrant un aspect illusoire de leur combat. Et surtout, une partie menée sans oublier leur amitié, et les montrant comme les vrais maîtres de cette histoire, là où les X-Men et la confrérie ne sont que des pions dans leur confrontation philosophique. Et vous savez c'est quoi le plus marrant dans toute cette maîtrise du sujet, de la compréhension de ces personnages et de l'univers dépeint? Singer n'aimait pas le comics quand il a commencé à travailler sur ce film. Pour lui, c'était juste un stupide comics. Et je suis de son côté là-dessus. J'aime pas du tout le comics X-Men, ni même la série animée. Je trouve ça un petit peu trop bordélique et stéréotypé sur les bords. Cela dit, il a saisi l'essence que la BD a tendance à enterrer avec tout son bordel, à savoir le thème de la discrimination, et a compris l'amour qu'on peut avoir pour ces personnages. En fait, son côté non fan du comics lui a permis d'avoir le recul nécessaire pour modifier l'univers et le rendre accessible auprès des gens de bon goût. Pardon, auprès du public lambda, on va dire. Et c'est ce qui rend le film aussi bon. Se détacher complètement de l'original pour étirer que ce qui importe le plus, le thème de la discrimination. Chaque personnage incarne une catégorie de personnes victimes de discrimination. Tornade pour les personnes de peau, Jean Grey pour les femmes travailleuses qui se fait envoyer chier par des politiciens conservateurs, Mystique pour les transsexuels vu qu'elle change d'apparence et de sexe, Malicia pour les porteurs du sida qui ne peut être intime avec quelqu'un sans le tuer, Wolverine pour les vétérans de guerre qui est vu comme un tueur monstrueux parmi les citoyens honnêtes, Cyclope pour le geek portant des trucs bizarres aux yeux des gens normaux, Dans le sabre pour les SDF vivant comme un animal sauvage, Crapaud pour les délinquants faisant du parcours ou des trucs dans le genre, Xavier pour les handicapés mais ne souffrant pas trop de la discrimination
discrimination vu que les handicapés sont plus acceptés, ce qui accompagne l'optimisme du personnage vu que si on le discrimine plus, les autres aussi ne pourraient ne plus être discriminés, et Magneto pour les homosexuels, car chérissant sa relation avec un autre homme et voulant exposer et imposer sa différence. Donc faisant de la confrérie sa gay pride ou son bar pour homo. Arrêtez de rire! Alors même jusqu'à faire l'équivalent d'un viol avec le sénateur Kelly qui devient un homosexuel refoulé du coup. Qu'est-ce que vous m'avez fait, bordel? Monsieur le sénateur, ne soyez pas ridicule. Où iriez-vous donc? Qui vous recueillerait maintenant que vous êtes l'un des nôtres? Et l'atmosphère de la mise en scène de Singer arrive à retranscrire toute la mélancolie de cette situation de rejet et de solitude d'une bien belle manière. Et le tout renforcé par la superbe musique du regretté Michael Kamen. Les acteurs sont bien sûr tous excellents, même les personnages secondaires ont une interprétation des plus décentes et sont assez marquants. Beaucoup reprochent au film X-Men de trop se focaliser sur Wolverine. En même temps, il est le personnage le plus intéressant et le plus héroïque de l'histoire. Donc c'est normal d'effacer un peu les autres à son profit. Et franchement, je préfère qu'il se focalise sur quelques personnages pour bien les exploiter, plutôt que de faire comme dans Usual Suspect et avoir beaucoup de personnages à mettre en avant, qu'au final on n'a plus la place pour développer un seul d'entre eux. En autre critique, beaucoup détestent le choix d'envoyer à la poubelle les costumes iconiques des personnages au profit de costumes noirs identiques. Mais perso, je préfère comme ça, car, surtout pour l'époque, les costumes des X-Men s'adaptent mal en live. Même dans la scène supprimée de Wolverine le combat de l'immortel où l'on voit le costume original bien modélisé et assez classe, j'ai du mal à imaginer Hugh Jackman ou qui que ce soit le porter sans rigoler. Et puis, soyons honnêtes, pour une équipe d'intervention travaillant dans l'ombre, c'est logique cet uniforme. Parce que, sérieux, ça c'est vraiment merdique comme tenue d'infiltration. Les scènes d'action sont limitées, mais c'est compréhensible. C'est l'un des premiers films de super-héros live à miser sur des combats de super-pouvoirs et non sur des combats à main nue ou des chorégraphies. Même dans le milieu de l'animation, faudra attendre les Indestructibles pour avoir un truc à la hauteur dans ce genre-là. L'humour est aussi excellent. Hé, c'est moi. Prouve-le. T'es un gros nœud. D'accord. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir les premières traces de ce qui deviendra la formule de toutes les autres productions Marvel. Un humour à base de « Ouais, on sait que notre concept est débile, donc voici une vanne pour que tu acceptes le concept après. » Votre agresseur est un de ses acolytes du nom de Dents de Sabre. Dents de sabre. Tornade. Et vous, c'est quoi? Roulette? Ainsi qu'un humour clin d'œil pour les geeks. Osez sortir avec ça sur le dos. Et qu'est-ce que tu préfères? Une combinaison jaune? Des clins d'œil tout court en montrant à l'école des personnages figurants comme Jubilee, Pyro ou Bobby alias Iceberg joué par Sean Ashmore. Et bien sûr le maintenant traditionnel caméo de Stan Lee. Bien avant que ce soit très festif et youhou je suis là. Le scénario et les dialogues sont bien écrits. Et bien sûr très bien racontés par la mise en scène de Singer qui raconte plus par l'image que par les mots. Sauf explication nécessaire, bien sûr. Et vous ne devinerez jamais qui a écrit le scénario. C'est Solid Snake en personne, David Hayter. Ce mec c'est pas un petit talent, dis donc. Honnêtement, il n'y a que deux choses que je peux objectivement reprocher au film. La première est cette scène. Ne refais jamais ça. C'est d'ailleurs, les effets spéciaux ont commencé à mal vieillir, mais c'est encore correct et pour l'époque, c'était quand même impressionnant. Et le deuxième défaut est la romance entre Wolverine et Jean. Jean est la petite amie de Cyclope, ce qui n'empêche pas du tout Wolverine de la draguer. T'aimes bien ça, m'enlever ma chemise, hein? Ça, à la limite, je l'accepte. Ça va avec le côté un peu bad boy de Wolverine qui fait son charme. Mais pour je ne sais quelle raison, Wolverine se croit amoureux après ça. Elle craque un tantinet pour toi. Tu lui feras comprendre que mon cœur est déjà pris. What? Leur relation n'est pas du tout développée durant le film, je veux dire, encore moins développée que dans Twilight. On l'a à peine assez pour une amitié, et encore, rien ne montre une quelconque appréciation pour l'autre. Cette phrase aurait dû être virée du montage, car elle impose une relation amoureuse qui était proche du néant durant tout le film. Et tout ça pourquoi? Pour faire plaisir aux fanboys qui voulaient qu'on respecte le triangle amoureux entre ces trois-là. Mais c'est un moindre mal parce que cette relation bâclée permet plus de développement pour les relations vraiment intéressantes, comme Malicia et Wolverine, Xavier et Magneto. Putain, même la rivalité entre Wolverine et Cyclope est plus attachante et mieux développée en fait. Donc malgré ces points noirs insignifiants, le film reste une perle qui montre que, oui, on peut faire un grand film de super-héros avec une mise en scène intimiste,
Un film qui raconte quelque chose de sage et de réfléchi sur l'humanité, tout en étant un blockbuster touchant. Bref, on peut prendre un truc aussi débile qu'X-Men et en faire un chef-d'œuvre. Et bien sûr, ce film qui participa à la révolution du genre des super-héros a eu un énorme succès qui lui donna droit à une suite. Rendez-vous demain où nous parlerons d'X-Men 2.